Bienvenue dans notre deuxième volet de notre interview avec le Dr. Dorme Schramlegen. Dans le premier volet, nous causons sur la chirurgie cardiaque chez les enfants. Cette fois-ci, nous pouvons focus un peu plus sur la chirurgie cardiaque chez les adultes. Parce que justement, docteur, ça va des enfants qui naissent avec une complication cardiaque là, ils deviennent des adultes, forcément. Bien sûr. Donc, est-ce que vous êtes capable de causer un petit peu plus sur sa suivi qui est là? Bien sûr, bien sûr. Donc, la dernière fois, on a évoqué les problèmes des enfants, hein, donc tout ce qui est la chirurgie pédiatrique, la chirurgie cardiaque pédiatrique avec les malformations. Les enfants, on peut les opérer à tout âge, on avait dit, de la néonatale jusqu'à l'âge, on va dire, préadulte. Ils vont grandir et chacun va grandir à son propre compte. Donc, tous mes enfants, pas pour le même temps qu'ils ne peuvent travailler aux autres. Donc, il y en a pour à la naissance, il y en a pour 10 ans, il y en a pour 15 ans. Donc, bien imaginer qu'il, par exemple, au bout de 5 ans d'évolution, il y en a pour 5 ans, il y en a pour au-delà de 18 ans. Donc, je peux faire partie d'une population au-delà de 18 ans qu'on appelle les GUCH, c'est-à-dire les Grown-up Child with Congenital Heart Disease. Et nous cassons en 6 types, d'accord? On ne va pas pour élucider les 6 types, ce n'est pas l'objectif, mais c'est comme ça que nous reconnaissons par la suite. Et une fois qu'il nous finit classe, nous connaissons qui, par exemple, le groupe 3, c'est un patient qui opérait des malformations cardiaques, mais qui prennent une réopération inéluctable. Par exemple, vous prenez une prothèse pour changer, vous prenez un tube pour changer. Vous prenez aussi le groupe 4, qui prennent une malformation cardiaque complexe, qui nous finit opérer, mais qui prennent une récidive, qui prennent une réintervention aussi. Et après, nous avons toute une panoplie au fait qu'on appelle le groupe 5. Le groupe 5, c'est tout ça groupe 1 à 4 là, mais là, nous rajoute l'insuffisance cardiaque. Nous pourrons revenir là après. Il y en a un groupe 6, nous rajoute pareil le groupe 1 à 4, et nous prenons une pathologie acquise de l'adulte. Et justement, là, nous pouvons une pathologie acquise de l'adulte, ça lui concerne tout un adulte. Donc, typiquement et classiquement, en pathologie la plus connue, c'est les pathologies coronariennes. C'est-à-dire, même si vous êtes à l'hôpital, dire que vous une bouchée, soit vous pouvez faire mettre un stent ou vous pouvez faire un pontage coronarien. Donc, nous avons une grosse population à l'île Maurice qui a haut risque. Et cette population, si on bien comprend, si on bien lire, vous peut rajeunir. Et ça, en fait, nous devons faire bien attention. Pourquoi nous devons faire bien attention? Il y a plusieurs raisons. Plus un patient est jeune et l'inopéré jeune, il peut laisser plus les temps devant lui pour évoluer. Au lieu qu'il est opéré, par exemple, à l'âge classiquement, comme dans les pays européens, il y a un patient qui est opéré entre 65 ans minimum à monter. C'est assez rare de nos jours d'avoir des pathologies très jeunes. Hein. Donc, il y a une exception. Maurice, si nous un patient peut venir plus jeune, il peut laisser beaucoup de temps après lui pour une surveillance. Et ça, les temps-là, le patient-là peut vivre, il peut faire sur la vie, ne pas connaître si il prend une précaution nécessaire ou pas, mais il est capable de mettre en péril le travail qui a été fait à un certain moment donné. Et donc, l'époux, un patient à très haut risque, même après ça, même longtemps après ça. Donc, nous prenons l'autre challenge pour faire face. Et d'où l'intérêt, si nous pouvons faire une opération, nous faire dans les règles de l'art, hein, nous pratiquer et nous penser c'est bien qui peut faire actuellement. D'accord. Nous avons pratiquement une personne sur 4 qui serait touchée par les maladies cardiovasculaires, mais à quel moment nous choisir pour faire une chirurgie cardiaque, docteur, sachant qu'il y a justement la pose du stent, qui vous fait dire, et le pontage, qui Maurice nous appelle le bypass. Quand nous envisageons un bypass ou une pose de stent? Il dépend de plusieurs choses. Par exemple, normalement, nous travaillons comme ça, nous avons un staff pluridisciplinaire. Dans le staff pluridisciplinaire, nous avons non seulement un chirurgien, mais nous avons un cardiologue. Il y a différents types de cardiologues. Il y a un cardiologue interventionnel, c'est là qui pose un stent. Il y a un cardiologue qui fait échographie, là pour évaluer la fonction cardiaque. Et après, nous avons d'autres intervenants aussi. Donc, l'idée, c'est en fait de cibler. Si, par exemple, vous avez un patient, nous connaissons les diabétiques, ils évoluent depuis longtemps. Et il y en a un, les tritronculaires. En anglais, c'est triple disease, triple vessel disease. Donc, si les tritronculaires diabétiques, c'est une indication formelle pour faire de la chirurgie. Si un patient, par exemple, peut venir, il fait un infarctus en aigu, on va dire, ou il n'est pas encore fait sur infarctus, il peut faire un syndrome coronarien aigu. Donc, il est en phase de souffrance tissulaire. Et que, dans la table angiographie, nous trouvons que c'est une seule lésion focale qui est responsable de ça. Eh bien, il est légitime à ce moment-là pour mettre un stent là-bas. Et là, le patient, il a besoin de surveillance secondaire, il a besoin de le traitement adéquat nécessaire. Et si par la suite,
il a besoin de faire une opération parce qu'il nous remarqué qu'il a évolué au bout de 5-10 ans et qu'il a une lésion assez diffuse, nous proposer une chirurgie. Mais il y a aussi, jour au jour, il y a certains centres qui pratiquent justement le concept de l'hybride, c'est-à-dire il y a une artère, typiquement un médecin qui peut, écoute-moi, il y a la coronaire droite, souvent, il y a un centre qui dit, bon, nous préférons mettre un stent la coronaire droite, mais le réseau gauche, nous préférons le pontage. Mais là, par exemple, d'où moi je viens, nous pratiquons des pontages et nous faisons en tout artériel, mais c'est pas trop servi même la veine parce qu'il nous connaît avec les études, etc., qui mènent la veine. Il est intéressant, mais le problème, c'est qu'au bout d'une certaine dizaine d'années, ça mène greffon veineux là, il y a un risque. Mais bon, c'est absolument pas pour faire peur à des personnes, mais c'est même fait, c'est même l'étude qui finit de montrer lui. Donc, nous avons tout intérêt pour une population très jeune à faire, un bypass, comme on peut dire, mais en n'utilisant que les artères. Donc ça, il pourra protéiner plus. Mais il faut aussi voir si c'est faisable dans le contexte et comment c'est faisable. Bien évidemment, nous sommes capables de dire beaucoup de choses, mais c'est uniquement localement, une fois qu'il nous est en face du patient, nous pouvons vraiment décider. Est-ce que l'âge du patient est impacté, quel traitement choisir? L'âge du patient, bien sûr, plus un patient est âgé, plus il a une probabilité d'accumuler une comorbidité. Alors, est-ce qu'il est judiciable pour dire à un patient, OK, vous mettez tout la table d'opération, mais vous avez 80 ans, ou on a une BPCO, on appelle ça COPD ici, nous connaissons qu'il y a une fois qu'il nous met le patient le respirateur artificiel, il est plus difficile pour lui sortir là. Donc, en fonction de tout ça, dans la panoplie de chirurgie cardiaque, nous avons établi un score, notamment nous avons l'Euroscore, STS score aussi, mais à travers ce score-là, nous finissons connaître si un patient est à très haut risque ou pas. Si un patient a un Euroscore à 60, 70, nous vous dire, OK, la chirurgie, pas pour une bonne option pour vous. Mais généralement, quand il s'agit de coronaire, la population moyenne, si nous faisons une moyenne de 65 ans, les Euroscores, sans trop de comorbidité, il est assez faible. Nous sommes capables de permettre de nous faire des pontages. Si nous faisons pontage, plus valve, plus autre chose, nous vous rajoutons la lourdeur de l'intervention. Donc ce score est plus élevé et il est plus à risque. Mais ça mène l'information là, nous avons fini d'exposer ça aux patients, y compris si possible aux membres de sa famille. Parce que nous avons préparé tout le monde à ça. Nous ne sommes pas capables de banaliser l'intervention chirurgicale cardiaque. C'est vrai qu'avec le temps, nous finissons une évolution de performance, mais ça reste quand même une chirurgie très lourde. Donc, il faut tenir les pathologies associées aux malades en considération. D'accord. Maintenant, s'il y a un jeune patient, la quarantaine, qui fait un pontage, quels sont les risques de récidive, sachant qu'il est opéré plus jeune? Alors, s'il est opéré beaucoup plus jeune, ce n'est pas un problème en soi. C'est que le corps médical a estimé qu'il a été opéré, ok, très bien. Mais il faut l'éduquer. Il faut l'éducation thérapeutique. Et ça, il faut travailler dessus. Donc, il faut dire au malade, voilà, vous avez été opéré, vous avez eu une chance, mais maintenant, vous êtes en prévention secondaire. La population qui n'a pas été opérée, elle est en prévention primaire. Lui, il va être en prévention secondaire. Donc, il a déjà eu une intervention. Donc là, il faut qu'il soit vraiment au taquet sur son traitement, sur son suivi. Donc, il doit voir son cardiologue régulièrement. Il doit faire ses tests, ses prises de sang, etc. régulièrement. Échographiquement, il doit être évalué. Et puis, ça doit se faire tous les ans, à un certain rythme, à un certain laps de temps donné. Donc, tout ça, en fait, au fur et à mesure que je vous explique, vous avez compris qu'autour du malade, il y a plusieurs acteurs. Il y a le chirurgien, il y a le cardiologue, il y a le médecin traitant, médecin généraliste. Je sais que le contexte mauricien est différent. On n'a pas encore ce concept de médecin généraliste, médecin traitant. Mais ça n'empêche que quelqu'un peut choisir un médecin de famille et ensuite être référé à un autre médecin. Donc, il faut qu'il y ait cette communication. Mais tout ça dans le but d'apporter le maximum pour le patient, pour le bien-être et pour sa santé. Et aussi, quand on opère un malade, on sait tous qu'on n'opère pas juste un malade. On opère toute sa famille. Tout le monde va être derrière lui. Il va être opéré du cœur. Oh mon Dieu, ça va être grave, etc. Qu'est-ce qu'on va faire si jamais il ne survient pas après l'opération? Ça génère des grosses inquiétudes. Et moi, ça me fait penser à l'histoire de mon père. Oui. Mon père qui était coronarien avant 50 ans, qui a fait 3 syndromes coronariens aigus, qui est décédé. J'étais très jeune, j'étais encore au collège. Pas au collège, je rentrais à peine au collège. Je passais les CPE en étant au ICU et ensuite aller faire mes examens. Et donc, j'ai vécu ces moments-là de façon très intense.
Et c'est là, en fait, où je me suis dit, un jour, je vais faire ça. Parce qu'en fait, j'ai pas envie qu'un jour, quelqu'un d'autre comme moi, un enfant comme moi, subisse les mêmes choses. Et donc, pour moi, c'était une vocation. Et je le fais avec amour et avec plaisir. Bien sûr. Il y a justement aussi la prise en charge familiale. Est-ce que le personnel médical est appelé aussi à encadrer la famille? Alors, il y a des Expliquer. programmes d'éducation. Ouais. C'est-à-dire, quand, chez nous, par exemple, quand un patient est opéré, on a des structures de réhabilitation, de réadaptation. Donc, le patient, il va y aller, mais pas avec toute sa famille, hein. Il va Ouais. y aller tout seul. Soit il est en ambulatoire, où 3 fois par semaine, il va avoir des séances. Soit il est en hospitalisation complète, où il va vraiment participer à des programmes de rééducation. Dans les deux cas, ils vont leur faire travailler sur les efforts, sur le tapis, vélo, etc., pour vérifier qu'entre l'entrée et la sortie, les performances sont augmentées. Pourquoi? Parce que ça donne plus d'autonomie au patient. On peut lui dire, OK, après ta rééducation, maintenant tu peux reprendre des activités, tu peux reprendre ta profession, tu peux reprendre le jardinage, tu peux faire plein de choses. On peut lui dire en évaluant tous ces paramètres. Alors, je ne sais pas si ces structures vont venir de sitôt ou pas, mais on espère que ça va venir. Après, pour la famille, en même temps qu'on fait les consultations avec le patient, que ce soit en pré-op, en post-opératoire ou à distance, justement, l'intérêt, c'est de toujours dire à quelqu'un, un membre de la famille proche ou une personne de confiance, d'accompagner le malade. Comme ça, lui aussi, il est au courant. Donc régulièrement, par exemple, si c'est des personnes très âgées, soit il y a quelqu'un de la famille ou une personne de confiance que lui a estimé, on l'accepte en consultation. Et bien sûr, au moment de l'hospitalisation, s'il y a des gens de la famille qui viennent, il faut également faire passer le message. Donc, c'est bien sûr, c'est une volonté du corps médical de faire transmettre les informations, mais le patient aussi, il peut dire, OK, je me fais accompagner par quelqu'un de ma famille. D'accord. Merci, docteur. Je vais revenir peut-être sur la partie chirurgie. Avec la nouvelle technologie surtout, est-ce que vous pouvez nous parler des nouveaux traitements ou plus particulièrement de la chirurgie mini-invasive? Alors, bien évidemment, la mode, c'est la mini-invasive et c'est le TAVI. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, dans la panoplie de chirurgie cardiaque, il faut tout proposer. Nous proposons tout. Par exemple, les coronaires, c'est la base de la base. Les valves, on peut les changer, mais on peut aussi les réparer. Okay. C'est-à-dire, quelqu'un, on peut dire, OK, vous avez un problème de valve, mais on conserve votre valve en la réparant. C'est toujours mieux que de mettre une prothèse, dans la mesure du possible, si c'est faisable. On peut avoir également des urgences, on va dire foudroyantes, où il y a 50% de mortalité dans les 48 premières heures. Typiquement, c'est les dissections aortiques. Alors, souvent, ça apparaît comme une douleur dans la poitrine. Ça peut même donner les mêmes signes que des coronaires, mais en fait, l'origine, la cause, c'est tout autre chose, c'est-à-dire le gros vaisseau qui est déchiré. Et donc ça se prépare. C'est une intervention, on le fait en urgence, en catastrophe, mais il faut aussi que dans notre arsenal thérapeutique, c'est-à-dire dans nos vitrines, que nous avons une prothèse, nous avons tout ce qui est bizarre. Nous avons une embolie pulmonaire, on a aussi des embolies pulmonaires, c'est-à-dire des caillots qui se forment à l'intérieur des gros vaisseaux qui sont en haut ici. Ça aussi, on peut opérer. Et on peut faire aussi tout ce qui est assistance mécanique circulatoire, que ce soit des ECLS, ECMO, des assistances centrales, univentriculaire, biventriculaire, et aussi la transplantation cardiaque. On avait déjà évoqué la pédiatrie, je ne vais pas revenir dessus. En tenant compte de toute cette panoplie qu'on peut proposer à la population, bien sûr, maintenant, on peut dire, OK, on peut améliorer les choses au-delà. On peut faire, par exemple, des valves en mini-invasive. Donc, au lieu de faire une grosse incision, on fait une très petite incision. On va utiliser une circulation extracorporelle avec un abord fémoral, c'est-à-dire nous pouvons mettre un petit tuyau dans l'artère fémorale ici, prenons le petit tuyau en haut. Nous pas pour trop faire un délabrement tissulaire, mais nous sommes capables de travailler quand même. Et patient-là, et l'idée derrière tout ça, c'est la récupération. C'est-à-dire, plus nous estimons qu'il y a une incision petite, donc nous prenons moins agressivité chirurgicale, et le patient, lui, il est en bénéfice total. C'est-à-dire rapidement l'hypo-autonome. Au lieu qu'il est autonome de 3-4 jours, capable de 1 jour même l'hypo-autonome. Donc tout ça là participe à l'autonomie ultérieure. Après, par exemple, nous avons un programme spécifique pour mes patients, réhabilitation améliorée en chirurgie cardiaque, c'est-à-dire nous dédions un programme pour mes patients, nous préparons avant l'intervention. Nous finissons de faire une kinésithérapie respiratoire, nous proposons un traitement. Vous connaissez, nous avons un patient, des fois, nous disons obèse. Mais obèse, ça ne veut pas dire qu'il est bien nourri, il est capable aussi d'une dénutrition quelque part. Donc nous compensons tout ça là.
Ce qui fait qu'on nous amène le patient au moment de l'intervention donnée, il lui amène une condition optimale. Et après, là, il peut récupérer. Il peut récupérer nettement mieux. Et en plus, il peut faire de la mini-invasive, quand il peut faire une incision plus petite, il peut récupérer encore mieux. Ce qui peut amener nous, forcément, avec le thème actuel de pas mal de conférences, c'est l'état vie. Donc, transcatheter aortic valve implementation, c'est-à-dire, si un patient a une valve, on appelle ça rétrécissement aortique, une valve qui normalement fonctionnait, elle est très souple, ouvert, fermé, il fait une fonction de valve anti-roto. Avec le temps, il est calcifié, il y a une plaque calcaire qui est développée dessus. Donc, ce qui fait qu'il y a une résistance à l'éjection. Donc, nous sommes capables de changer la valve classiquement, nous mettons une prothèse. Sinon, nous sommes capables d'utiliser un guide, passer dans l'artère périphérique fémorale, et à travers ça, nous déployer une valve sans ouvrir le patient. Mais là, attention, il est très sexy en termes de connotation médicale, mais ça a été développé pour les patients inopérables. Ça a été développé pour les patients qui n'ont subi une anesthésie générale, qui nous estimaient à haut risque si nous faisons une circulation extracorporelle, quand nous vous déviez le tout. Donc, c'était conçu pour ça. Maintenant, chaque équipe a envie de baisser un peu de âge, de critères d'âge, etc. Mais ça, il peut évoluer à ce propre compte. Donc, nous pouvons être bien méticuleux quant au choix de ce genre de malade. D'accord. Maintenant, en post-opératoire, quand on finit d'opérer un patient cardiaque, il finit d'opérer, que ce soit un pontage, une pose de stent, etc., est-ce que le patient peut reprendre sa vie normale? Est-ce que le patient cardiaque a droit à une vie normale? D'abord, vous revenez juste sur un point. Quand il finit de faire une intervention, il est en prévention secondaire. Donc, patient-là, même s'il ne peut y aller, OK, vous connaissez le problème là, il traité là, dans sur la tête, il peut quand même rappeler tout le temps, OK, moi, il a ce problème là au moins. Donc, il peut ça petit crainte là tout le temps derrière sur la tête. Mais, un patient, par exemple, qui n'est opéré, moi, je suis un chirurgien, un patient qui n'est opéré, nous finissons d'opérer, nous suivons, nous faisons notre rééducation, nous faisons notre réévaluation, et si nous trouvons tout OK, il peut retrouver la vie tout à fait normale. Par exemple, il y a beaucoup de chauffeurs, par exemple, qui atteignent justement de stresser autour de la route. Et en plus, c'est un effort physique particulier parce que de la mettre au volant. De la mettre au volant, ils mettent une pression sur la cage thoracique ici. Et c'est là où nous travaillons. Donc, si tout est bien consolidé, généralement, au bout de 2 mois, l'os se consolide assez bien. Pour les personnes un peu plus corpulentes, on peut dire, OK, 2 mois et demi, 3 mois. Mais une fois que la consultation post-opératoire est réalisée, une fois qu'au bout de 2-3 mois, on trouve que tout va bien, il peut tout à fait retrouver une vie normale. Mais on va quand même lui dire de précaution, pendant les 6 mois après l'opération, faites doucement et après, vous pouvez refaire ce que vous faisiez avant. C'est une deuxième chance à la vie, C'est une deuxième finalement. chance à la vie et il ne faut pas la louper. Oui. Donc, il faut avoir un bon suivi. D'accord, merci beaucoup, docteur. Juste pour clore l'interview, allons parler un peu plus de la prévention. Avant qu'il nous vienne vers tout ça, de complications cardiaques là, la base peut-être c'est la prévention, docteur? Bien sûr, la base c'est la prévention et en plus, nous avons une population, bien qu'il nous à Maurice, une population peut rajeunir, la longévité, l'espérance de vie des gens actuellement, il peut augmenter. S'il peut augmenter, ça veut dire qu'il en a pendant plus de temps exposition à des risques et à des comorbidités qui peuvent s'accumuler. Donc, un patient, plus il peut vivre longtemps, plus il peut avoir probabilité accumule plusieurs maladies. Donc, si on a envie de faire de la prévention, il faut penser à tout ça. La prévention, ça peut se faire à plusieurs niveaux. Il y a l'individu, il y a le groupe, la société, il y a le travail et il y a au niveau national. Donc, l'individu, connaît, un médecin pas qu'à rentrer dans la case d'un monde, j'allais, OK, pas manger ça, pas manger l'autre. Pendant des années, il y a plusieurs médecins qui dire la même chose. Et ça, il faut qu'ils nous comprennent, si vous avez une tension, si vous avez un diabète ou un cholestérol, vous avez besoin d'une hygiène de vie. Vous besoin connaître, okay, ou même vous besoin intégrer l'information qui a soit comme on peut manger, mais pas besoin de plateau direct qui fait comme ça, qui n'a pas besoin de manger un dessert trop sucré, qui me préfère un fruit qui est un dessert normal. Tout ça là, c'est une hygiène de vie, c'est une éducation thérapeutique à faire. Donc ça, c'est au niveau de l'individu. Maintenant, si nous avons une hygiène de vie plus élevée que ça, au niveau social, au niveau par exemple du travail. Au sein du travail, vous pensez, si vous êtes dans l'ascenseur et les escaliers, le choix est vite fait. Utilisez les escaliers. Si vous êtes capable, travail, je peux morcer 10 minutes par jour de travail. Morcer à de travail. Donc tout ça, c'est un petit élément. Bien sûr, ils forment dans la sphère du travail, mais il y a aussi des défauts individuels qui nous prendre en considération. Et aussi, l'employeur, quand il peut
get ce staff, non, le droit, on ne connaît pas comment ça passe exactement, mais nous connaissons qu'il y a la médecine du travail. La médecine du travail, il est là pour vérifier la bonne santé des employés. On va pas dire qu'il est employé, bien absolument, si pas mot employé, il y a telle ou telle maladie. Non, pas du tout. Ça, il y a des affaires qui rentrent dans le médico-légal, etc. Mais l'employé, les bizarres, au moins connaît qu'il y a un petit côté de médecine du travail où il pense au bienfait, au bien-être et la bienveillance de ce même employé. Pour un médecin qui a indépendamment guetté, dit ok, ça là, il y a un peu à risque, l'autre là, il prend un peu de poids, ça là, il peut souffler, il nous a fait un petit démarche, je connais qui faire. Et là, il y a un reclassement professionnel, etc. Si jamais c'est le cas. Vous pensez bien à une institution quand il déjà arrive le cas. Oui. Pas physiquement tout le temps là, donc on va Bien comme sûr. ça. Quoique l'idéal, c'est justement d'avoir une médecine du travail où le patient ou l'individu est suivi médicalement. Donc là, il prend aussi en considération l'aspect prévention là. Donc, il est capable, admettons pour le diabète, il peut finir détecter en prédiabétique, il peut finir détecter un petit peu plus au niveau cardiaque aussi, mais pensez, il est capable de finir détecter les symptômes avant que la maladie devienne plus grave. Bien sûr. Par exemple, un simple coup de stéthoscope, si par exemple, nous pouvons écouter, nous donne un petit souffle cardiaque, ça peut aller à tout. Un souffle cardiaque, théoriquement, on connaît, ok, vous avez fait une échographie, check un goût, est-ce que vous entendez, est-ce que c'est un bruit parasite, est-ce que c'est un bruit classique, est-ce que c'est un bruit innocent, ou bien c'est une vraie pathologie qu'il a et qui nous peut ignorer. Et souvent, par exemple, un patient qui est prédiabétique, etc., des fois, ils ignorent eux-mêmes, ils ont le stress, ils ont envie de travailler, ils ont envie de faire quelque chose pour la famille, ils ont envie de nourrir leurs enfants, donner des bonnes conditions à la famille, mais ils ont négligent eux-mêmes. Et ce faisant, ils laissent la maladie évoluer à son propre compte. Et ça, c'est dangereux. Donc, l'avoir une médecine du travail performante, ou bien même une conscience personnelle par rapport à tout ça, ça dit à nous, ok, nous sommes conscients qu'il nous a besoin de travail, nous besoin aussi prendre la santé en considération, surtout qui nous donne un bassin de population qui a très haut risque cardiovasculaire. On ne connaît pas si c'est un effet génétique particulier. Une fois que tu discutes avec un diabétologue là-bas, il dit moi, dans le sud, comme ça, dans l'hémisphère sud, on a un type de diabète assez particulier, donc il faut faire attention. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Merci pour votre temps et merci pour ce partage. Merci. Voilà, merci beaucoup de nous suivre dans ce nouveau épisode-là. Nous avons le docteur Dormé Schramlogan qui vient de France et actuellement en vacances et il a accordé nous cette interview-là. Merci de suivre nous sur toutes nos pages Facebook Défi Santé et vous êtes capable de retrouver nous aussi dans nos sites web www.defisanté.mu. Merci et à la prochaine.